la protection de l'environnement est incompatible avec le capitalisme. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Yahoo. On est ravis de vous accueillir avec Mathieu Brandelli. Vous êtes ambassadrice pour les pôles arctiques et antarctiques auprès du ministère des Affaires étrangères. Vous avez toujours votre fondation. Vous avez été, on s'en souvient évidemment, notamment pendant plus de 3 ans, ministre de l'écologie. On traverse une crise climatique sans précédent. Il y a cette canicule d'ampleur qui vient de frapper la France il y a quelques jours. Donc tout ça vous concerne, j'imagine, plus que jamais. On sait que c'est des vrais thèmes qui, pour certains, sont à la mode. Pour vous, c'est vraiment des convictions. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est à cause de nous? Oui, c'est ce qu'a dit l'accord de Paris sur le climat. C'est ça qui a été révolutionnaire dans cet accord. On n'a peut-être pas totalement réalisé quand on n'était pas à l'intérieur, moi qui étais à l'intérieur. Ce qui a été révolutionnaire, c'était que pour la première fois, tous les chefs d'État du monde entier ont reconnu que la crise climatique était due aux activités humaines. Elle ne venait pas comme ça par hasard du fait de la géostratégie et de l'espace. Non, elle venait, c'était les conséquences des activités humaines. Alors, c'est à la fois rassurant et flippant, si j'ose dire. Rassurant parce que du coup, on sait ce qu'il faut faire. Et flippant parce qu'on se demande pourquoi ça ne va pas plus vite. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Alors qu'on a l'impression que maintenant il y a une vraie prise de conscience, tant du monde de l'industrie que vous et nous. Oui, c'est ça. Il y a une prise de conscience extrêmement forte, même si on sait quand même les choses depuis 20 ans, depuis le premier sommet de la Terre à Rio en 92. Mais tout le monde s'en foutait. On disait déjà les choses. Mais... Non seulement ça, mais il y avait encore des climato-sceptiques. C'est-à-dire des gens qui disaient que tout ça n'avait aucun sens, que ce n'était pas dû aux activités humaines, que c'était les cycles terrestres qui faisaient qu'il y avait des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement et qu'on était dans un cycle de réchauffement. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on sait que ce n'est pas vrai? C'est parce qu'il y a deux choses, c'est-à-dire une alternance très rapide de phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire il va faire très chaud, puis d'un coup très froid. Vous avez vu au Mexique, je crois, il a fait 30 degrés et maintenant il y a 50 cm de grêle. Ça ne s'était jamais vu, donc ça prouve bien que ce n'est pas un cycle de longue durée. Et en plus que ces alternances sont de plus en plus violentes et de plus en plus rapprochées. Ce qui fait que les vivants ne peuvent pas s'adapter, surtout. C'est-à-dire les plantes et les animaux et les humains, qui sont de plus en plus malades à cause de ces phénomènes climatiques, ne peuvent plus s'adapter. Donc, ils diminuent, ils meurent, et la catastrophe climatique se double d'une catastrophe dans le domaine de la biodiversité. Il y a la prise de conscience, on en a parlé, vous l'évoquiez, mais il y a les actes maintenant. Oui. Et ces actes, on a l'impression que ça ne va pas assez vite, voire ce n'est pas encore fait. Enfin, on voit par exemple les États-Unis, on voit l'accord de Paris qui n'est pas forcément respecté. Qu'est-ce qui manque pour qu'on passe de la parole aux actes? Il manque une volonté politique plus forte, mais collective. Vous voyez, s'il n'y a que quelques pays qui font des efforts, ils sont pris dans des logiques de concurrence déloyale, puisque certains pays vont faire des efforts et pas d'autres. Donc il manque tout simplement le fait que chaque pays respecte l'accord de Paris qu'il a signé, c'est-à-dire mettre en place des stratégies bas carbone. La France l'a fait, mettre en place des stratégies bas carbone et adapte les moyens à ces stratégies bas carbone. Et puis la deuxième chose qui manque, qui doit être accélérée... Et comment on fait pour qu'une fois qu'ils aient signé, ils le fassent vraiment? C'est une question de morale publique, c'est une question d'exigence, c'est une question de... Donc vous dites quoi, Trump, de démocratie aussi, vous voyez, c'est une question d'engagement très fort. Et deuxièmement, c'est une question de... Vous diriez quoi à Trump aujourd'hui? Qui respecte l'accord de Paris, parce qu'il n'en est pas sorti. Il a déclaré qu'il en était sorti, mais l'accord prévoit un délai de 2 ans, plus un préavis d'1 an, donc il n'en est pas encore sorti. Mais si Trump a fait ça, c'est parce que c'est le lobby du pétrole qui a financé sa campagne électorale, tout le secteur du Texas, etc. Et donc c'est un intérêt électoraliste à court terme. C'est ça qui est dramatique. On parlait des politiques. Est-ce que nous, en France, vous avez le sentiment qu'on a vraiment cette prise de conscience? Vraiment? Est-ce que vous voyez le président Macron, son gouvernement, alors il y a eu différents épisodes, Hulot, plus Hulot, Monsieur de Rugy, est-ce que vous êtes vraiment certaine au fond de vous-même, Anna Royal, qu'on fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir de ça? On peut toujours faire plus, quels que soient les responsables en place. Il faut toujours faire plus. Je pense qu'il faut mettre en place ce qu'a proposé Emmanuel Macron, c'est-à-dire une banque du climat. Parce que le vrai problème, il est là.
C'est-à-dire que tant que les industriels n'auront pas intérêt à la transition énergétique, ça va traîner. Donc il faut réinvestir massivement vers les stratégies et les filières industrielles de la croissance verte. Voilà. Et il faut le faire aussi au niveau européen. Donc on va voir la mise en place des institutions européennes. Je vois que le Conseil de l'Europe a annoncé hier une augmentation de 25% du budget sur le climat. Et ça c'est crucial. Parce que moi j'ai vu basculer l'accord de Paris au moment où il y a eu cette réunion des banques et des financeurs, où ils se sont dit attendez, ne rien faire pour le climat va nous coûter plus cher que de faire pour le climat. C'est une motivation comme une autre, mais disons que n'empêche que si ça converge, si les intérêts du combat climatique convergent avec les intérêts économiques, on ne va pas s'en plaindre. Parce que derrière, c'est l'idée de se dire, s'il y a un renversement, il faut aussi que ça crée des activités et des emplois. Et que ça ne soit pas aux dépens du bien-être des ouvriers, des salariés qui vont trinquer sur cette transition énergétique. Donc ça, c'est la dimension développement durable, économie et dimension sociale. Donc tout le monde doit accélérer, c'est évident. Et ça pose la question, est-ce que l'écologie, elle est compatible avec le système libéral d'aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'on peut continuer avec ce libéralisme, ce développement de certains pays comme la Chine, et en même temps avoir une politique de développement durable, de préservation de la planète et d'attention du climat comme on a aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Je pense que la protection de l'environnement est incompatible avec le capitalisme. Parce que le capitalisme a ignoré, a considéré que la nature était un bien gratuit. Déjà, il y a eu un conflit entre le capital... C'est important cette phrase, madame. C'est très important, bien sûr, c'est très important. Il y a eu le capital et le travail, donc déjà il y avait un conflit entre le capital et le travail, c'est-à-dire plus le capitalisme réussissait à faire baisser le niveau de salaire, plus il s'en sortait. Donc après on a réinventé le développement durable en disant ben non, c'est des salariés bien payés, bien formés, heureux dans leur travail qui sont les plus performants, mais le capitalisme a détruit la valeur travail. Et il a piétiné, ignoré la valeur de la nature, puisque une entreprise s'enrichissait en polluant l'air, l'eau, le sol, et ça ne lui coûtait rien. Donc, par rapport à cette bataille contre le capitalisme, il y a eu l'émergence du concept de développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est l'idée qu'il y a un équilibre entre les trois pôles, du capital, du travail et de l'environnement. Donc la production, la valeur économique, la valeur du travail et la valeur environnementale. Et que c'était un équilibre entre ces trois pôles qui permettait non seulement de protéger la planète, mais aussi d'être créateur de valeur. Mais comment on convainc des pays émergents ou qui ont émergé comme la Chine et l'Inde, qui sont producteurs d'énormément de CO2, de continuer leur développement, mais en même temps d'être respectueux de la planète? Ils ont beaucoup bougé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces pays pourraient continuer très bien comme ils le font avant avec les énergies fossiles, mais même en Chine, il y a eu des protestations, des manifestations contre la pollution de l'air. En Inde, le Premier ministre Modi a été un des acteurs, moi je l'ai vu à l'œuvre, majeur de l'accord de Paris sur le climat, et ces deux grandes puissances auraient pu même ne pas rentrer dans l'accord de Paris sur le climat. Donc écoutez, débrouillez-vous. Vous, l'Europe, vous avez assuré votre développement industriel et votre domination industrielle, et vous, États-Unis d'Amérique, avec l'utilisation des énergies fossiles. Et nous... Enfin, ils ont besoin de nous pour vendre leurs produits aussi, donc autant pas se couper du monde. Oui, non, mais je veux dire, ils pourraient très bien dire, nous, on va faire notre révolution industrielle avec les énergies fossiles, puis on verra après, quand on sera à votre niveau de développement économique. Mais ils font assez. L'Afrique aussi aurait pu dire ça. Ils n'ont pas dit ça. C'est-à-dire, ils font assez. De quoi? D'efforts, l'Inde, la Chine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut faire plus. Oui, mais ils sont loin de faire bien ou... Ils font beaucoup par rapport au fait qu'ils ne pourraient rien faire. Puisque l'Inde est un des plus gros investisseurs dans le domaine de l'énergie solaire. Il pilote d'ailleurs la coalition sur l'énergie solaire qui a été créée pendant la COP 21. Et la Chine a compris qu'il y avait des marchés à conquérir sur la croissance verte. Et moi qui plaide depuis plus de 10 ans sur la voiture électrique populaire, bon marché à moins de 5 000 euros, construit en France, voire par les Européens, et qu'il y a 10 ans, j'ai dit, vous verrez, si on n'est pas capable de faire cet investissement qui est absolument crucial, d'autres le feront. Ben oui, c'est la Chine et l'Inde qui vont le faire. Voilà. Alors qu'on a tout en France pour réaliser, pour être à la pointe de toutes les innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Tout.
C'est en France qu'a été inventée l'énergie solaire à Font-Romeu. C'est en France qu'a été inventée l'éolienne dans les laboratoires de Poitiers. C'est en France qu'on a pris du retard depuis. Qu'on a créé la voiture électrique il y a plus de 15 ans. On a pris du retard depuis, on s'est fait dépasser. On a été victime du monopole sur le nucléaire, qui a été décidé à quelques-uns, sans débat démocratique. Et d'ailleurs, chaque fois que des décisions sont prises sans débat démocratique, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce qu'elles sont prises par des lobbies qui, c'est tout, avaient décidé que l'énergie aristocratique, c'était le nucléaire et que tout le reste, c'était pour les gens pas sérieux ou pas importants. Et on aurait investi autant dans les énergies renouvelables, dans la performance énergétique des bâtiments, c'est-à-dire dans l'isolation thermique. On a vu, regardez, l'aberration des écoles qui ferment parce qu'il y a de la canicule. Enfin, ça a pleuré. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travaux d'isolation sur ces écoles. Puisque l'isolation, elle marche contre le chaud. Dans un sens, mais dans l'autre et aussi. Contre le froid. Hein. Donc voilà, par exemple, des filières de développement qui créent des emplois non délocalisables dans les filières du bâtiment avec des technologies nouvelles, comme par exemple le bois, l'isolation par les matières naturelles, comme le chanvre. Donc il y a une éco-construction là aussi de pointe qui est à développer, sur laquelle la France a beaucoup d'atouts. Très concrètement, au cœur de l'actualité aujourd'hui, il y a ce débat entre capitalisme et protection de l'environnement avec l'accord entre l'UE et le Mercosur. Pour vous, il fait beaucoup de débat pour vous, est-ce qu'il faut le ratifier ou pas? Accord de libre-échange entre... Ça a été fait. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir fait? Mais je pense que il faut... moi, je pense qu'il ne faut pas avoir d'idéologie par rapport à ça. C'est le contenu de l'accord. Puisque l'accord doit être conforme à l'accord de Paris sur le climat. Donc c'est pas la peine de l'instrumentaliser politiquement, comme certains le font, en disant que c'est un accord abominable. C'est au moment de l'application de cet accord qu'on le verra. Parce que Mais les accords commerciaux sont conformes à l'accord de Paris sur le climat. Donc c'est un cadre. Donc la bataille, elle se fait maintenant, dans le cadre de ce cadre qui a été posé. On ne va pas interdire les échanges commerciaux, mais il faut que les échanges commerciaux soient conformes à l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire soient accompagnés de stratégies bas carbone. Parce que beaucoup dénoncent l'importation de pièces de bœuf venues d'Amérique du Sud en France, alors qu'en France même, il y a des productions de bœuf. Ça, c'est les échanges commerciaux, ça. Oui, mais justement, si on met le critère de l'empreinte carbone, on a des marges de manœuvre pour faire en sorte que ces accords d'échange correspondent à une amélioration du bilan carbone. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Parce que les pays producteurs, les autres pays producteurs aussi, ils ont intérêt à échanger en proximité. Vous voyez? Donc, si tout le monde part du même principe, ça paraît simple et logique. Oui. C'est pour ça que ça ne sert à rien. J'ai vu que ça a été dénoncé violemment en disant que c'est un accord abominable. C'est absurde, puisqu'on ne sait pas encore comment il va être appliqué. Et que de toute façon, cet accord, et je le répète, est conforme à l'accord de Paris sur le climat. Donc la façon dont les accords commerciaux vont être signés dans le cadre de cet accord, c'est là où il faut être extrêmement vigilant. C'est maintenant que ça commence, la vigilance. Et si on est capable de faire des comparaisons des bilans carbone entre des échanges ou des productions de proximité, c'est là où il peut y avoir une nouvelle réallocation des ressources et des productions au niveau de la planète pour tenir compte des stratégies bas carbone. Non, mais c'est ça qui est passionnant aussi. Parce que tous les pays ont intérêt à avoir ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire à consommer en proximité de la production. Après, il y a des potentiels qu'on n'a pas. On peut produire certaines choses, pas d'autres. Après, il y a des savoir-faire qu'on n'a pas. Mais on a intérêt collectivement à faire en sorte que les valeurs créées restent dans chacun des pays, apportent du travail à ceux qui sont là, parce que sinon on a aussi des migrations de la misère, où les gens vont là où il y a du travail, ou là où il y a à manger, ou là où il y a à boire de l'eau potable. Et donc un accord commercial, il doit être gagnant-gagnant, avec un troisième partenaire qui surgit, qui n'existait pas avant, c'est la planète. Donc il faut que ça soit gagnant à trois. Gagnant-gagnant pour ceux qui font le contrat, et gagnant pour le troisième partenaire qui n'a pas de porte-parole, si j'ose dire. C'est chacun de nous qui sommes porte-parole de cela. Donc il faut aussi que ça soit gagnant pour la planète. C'est nouveau quand même, c'est pas évident. Nicolas Hulot, quand il est parti du ministère de la Transition écologique il y a un peu plus d'un an, il disait ne pas avoir eu les mains libres, avoir fait face à des lobbies. Vous avez eu ce sentiment-là quand vous étiez ministre de l'Environnement? Bien sûr. Mais moi, je me suis battue
statut, c'est ça la différence. Ça a entravé un peu votre liberté d'action? Mais bien sûr, je le raconte dans mon livre d'ailleurs. Ce que je peux enfin vous dire, je raconte le lobby des pesticides, du glyphosate, mais moi j'ai tenu bon. J'ai dit non. Je raconte le lobby de l'huile de palme, je raconte le lobby des boues rouges en Méditerranée, je raconte tous ces lobbies, le lobby des entreprises qui voulaient enfouir des déchets illégaux près des haras du pin. C'était des batailles terribles, mais des batailles extraordinaires. C'est extraordinaire quand vous faites de la politique et que vous avez des batailles de ce niveau-là à conduire pas seulement pour les générations futures, mais pour les générations d'aujourd'hui, sur la base de valeurs qui sont inscrites dans la loi, qui sont inscrites dans la Constitution, qui sont inscrites dans l'accord de Paris. Ben vous lâchez pas. Et moi, je lâche pas. Je suis pas quelqu'un qui lâche. J'abandonne pas mon poste. Vous avez compris. Nicolas Hulot, il a abandonné son poste. Ce que je comprends, je le respecte en même temps parce qu'il a fait beaucoup médiatiquement pour sensibiliser à l'environnement. Il ne s'est pas rendu compte de la complexité et de la charge de travail, surtout. Il n'était pas armé pour affronter ce type de problème, mais je pense qu'il aurait dû rester. C'est pas politiquement correct ce que je dis, parce que ça a été populaire sa démission. Et quand j'ai dit non, il n'aurait pas dû partir, on m'a dit, moi j'ai été mal comprise là-dessus. Et tant pis, je le redis. Je pense qu'il ne faut jamais quitter son poste, parce qu'il avait, même s'il ne maîtrisait pas autant que moi la machine de l'État, l'élaboration des lois, la ratification, et au corps à corps tous les jours avec les lobbies, les administrateurs, voilà, parce que c'est vrai que j'ai une expérience politique et un rapport de force politique et administratif qu'il n'avait pas, mais il avait un atout très important qui était l'atout médiatique. Et donc, il pouvait parfaitement, qui est une valeur très importante, qui est différente, on est différents, mais il avait cette valeur entre les mains, et son rapport de force médiatique aurait dû être utilisé pour arracher des décisions, parce qu'il était invirable. Il est parti tout seul. Il est parti, en plus il dit je suis malheureux parce que je pars. Mais il est parti, c'est lui qui est parti. Mais non, il aurait dû continuer à se battre. Avec le rapport médiatique, il a du talent, il a un impact, il était connu des Français, la preuve c'est qu'il reste haut dans les sondages, alors même qu'il a abandonné son poste. Ça veut dire qu'il était fort quand même dans le rapport de force médiatique. Donc il aurait dû mettre ce rapport de force médiatique au service de la cause, et pas se décourager ou pas se fatiguer. C'est dur, c'est sûr, ministre, moi j'étais de 6h du matin à minuit tous les jours, samedi, dimanche compris. Plus les déplacements internationaux. Donc à un moment, c'est un don total. Dans un ministère comme ça, c'est un don total et permanent parce qu'on sait que le temps est court, que le temps est compté et que si on veut transformer, faire basculer des choses, tenir bon, assurer, inscrire dans le marbre des choses irréversibles, il ne faut pas lâcher, il faut être sur le pont du matin au soir. Vous ne pensez pas que son départ, il n'a pas mis une prise de conscience des Français qui se rendent compte que le politique aujourd'hui ne peut pas forcément faire ce qu'il faut pour la planète? Oui, c'est vrai, ça n'a pas été négatif de ce point de vue-là, parce qu'il y a une sorte de prise de conscience de l'opinion qui a secoué, parce que les gens se sont dit non, mais s'il part, lui qui incarne le combat écologique d'une certaine façon, c'est que les choses vont pas bien. Donc ça a servi d'électrochoc, de prise de conscience. J'avais dit d'ailleurs à l'époque, c'est un des aspects positifs, entre guillemets, de son départ. Autre fait d'actualité, c'est le livre de Nicolas Sarkozy. J'ai vu votre tweet et votre réaction. Oui. Il vous a qualifié de donneuse de leçons, très désagréable durant le débat. Non, c'est pire que ça. Il m'a traité d'incompétente. C'est ça qui était grave. J'ai hésité à réagir parce que je me suis dit c'est bon, moi je suis pas là pour refaire le match. D'ailleurs, moi j'ai écrit mon livre, j'ai rien dit de mal sur lui, sur aucun homme politique. Son livre est une suite de méchanceté sur toutes les personnalités, y compris de son propre camp. Sur moi, c'est absurde. Et je me suis dit, mais est-ce que je réagis devant tant de bêtises et de bassesse parce qu'au bout, quand même, ça fait combien de temps, 2007 ? Plus de 10 ans, remugler, ressasser le débat et ma personnalité, et remettre en cause une nouvelle fois tout ce que j'ai entendu d'insultant pendant cette campagne, y compris dans mon propre camp, que je décris d'ailleurs toutes les insultes, et bécassines, et ceci, et reprendre le procès en illégitimité, en incompétence, c'est insupportable. Et je me suis dit, si, je vais quand même dire quelque chose, parce que si moi, je ne dis rien, toutes les femmes qui subissent
le procès en incompétence et en illégitimité pour leur justifier soit les inégalités salariales, soit les inégalités dans la promotion de leur carrière, soit les freins et le plafond de verre dans la politique et dans l'accès aux responsabilités dans les entreprises, elles vont dire, voilà, une fois de plus, personne ne nous défend. Donc j'ai réagi pour dire que ça suffisait. Ça suffit. Ce procès sur les femmes en incompétence. Mais vous pensez que c'était lié au fait que vous soyez une femme? Vraiment? Mais bien sûr, mais il dirait ça d'un homme. Il dirait ça d'un homme qui a été, comme je l'ai été, 3 fois ministre, 4 fois député, présidente de région pendant 10 ans, conseillère pendant 7 ans auprès d'un président de la République, diplômée comme il faut. Alors j'entends dire, oh, mais c'est pas les diplômes qui font la compétence. Sauf qu'à un moment, j'ai été obligée de le dire parce qu'on pensait même que je savais ni lire, ni écrire, ni compter. Mais j'ai les mêmes diplômes que les hommes qui m'accusent ou qui soupçonnent et comment elle est arrivée là, etc. J'ai fait sciences économiques, j'ai fait Sciences Po, j'ai été intégrée à l'ENA, même si on critique beaucoup l'ENA. Enfin, moi, je crois beaucoup aussi à la... Et j'étais une femme boursière, une élève boursière, donc je crois aussi beaucoup à la réussite républicaine. Et donc, de quel droit est-ce que 10 ans après, un ancien président de la République qui a quand même autre chose à dire que de déblatérer, de dire des méchancetés sur tous ceux à qui il doit d'ailleurs aussi sa carrière politique, mais comment c'est possible? Et puis j'ai eu 17 millions de voix, donc ça dit qu'il y a eu 17 millions d'abrutis qui ont voté pour moi, qui ont voté pour une incompétente. C'est inadmissible. Jamais des propos comme ça ne seraient tenus sur un homme. Et puis il y a une chose qu'il oublie, il ne faut jamais oublier en politique qu'on est autant élu pour soi que à cause de l'adversaire. Vous voyez ? Il n'a pas été élu uniquement parce que c'était un génie. La preuve, si c'était un génie, 5 ans après, il n'aurait pas été mis en minorité dans son propre parti. Mais parce que surtout, je n'ai pas eu le soutien de mon camp, des principaux leaders de mon camp, entre Laurent Fabius qui va garder les enfants, Glavany, elle va s'éclater comme une bulle, Emmanuelle, je vais mettre une balle dans mon fusil de chasse. J'ai subi quand même tout ça en interne. Et un jour, je croise Nicolas Sarkozy à l'Assemblée. Il me dit, bah, c'est très bien. Après les primaires. Non, en 2007. En 2006, après les primaires. Je raconte dans mon livre ça. Il me dit, bah, c'est très bien. La campagne est faite. Il va me suffire de reprendre les attaques de vos petits camarades. Et c'est ce qu'il a fait. L'incompétence, qu'elle retourne garder ses enfants, sous-entendu. Elle ne maîtrise pas ce dossier. Je l'ai maîtrisé bien plus que lui, puisque moi j'avais été aux responsabilités gouvernementales et électives bien plus longtemps que lui. Et moi je n'ai jamais méprisé ou mis en doute les compétences d'un quelconque adversaire. Jamais. Et dans mon livre, vous ne verrez jamais rien de négatif. Pourtant, j'aurais pu dire beaucoup de choses, bien sûr. Et il reprend là dans son livre, par exemple, sur le débat, le récit sur cette femme fonctionnaire de police. Parce que pendant le débat, on vient sur le sujet, le viol en uniforme. Cette femme était en uniforme, elle se fait violer par des voyous parce qu'elle sortait tard du commissariat. Et là, Nicolas Sarkozy du coup, alors, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous auriez fait, etc. Des journées, je dis, mais comment se fait-il qu'on laisse des femmes seules, fonctionnaires de police, repartir chez elles dans des quartiers chauds, sans les protéger? Je dis, quand même, l'intégrité d'une femme vaut bien l'organisation, je ne sais pas, d'un raccompagnement en voiture, d'un raccompagnement en taxi. On le fait bien pour les grandes surfaces isolées. Et les fonctionnaires de police, on les laisse comme ça repartir dans la nuit. Ricanement de Nicolas Sarkozy revient là sur son lit en disant que j'étais incompétente, ricanement, que je disais des bêtises. Mais si le viol d'une femme policière le fait encore rire, je trouve ça grave. Je trouve ça très très grave. Et le ministère de l'Intérieur dont il avait la charge, d'ailleurs, n'a même pas pris en considération ni protégé cette femme parce qu'elle s'est suicidée 2 ans après. Ça le fait rire, ça, Nicolas Sarkozy? Ça ne vaut pas le prix de l'organisation d'un raccompagnement en voiture ou en taxi? Quand on est chef, on repart avec une voiture. Et pourquoi une policière de base, elle ne serait pas protégée en sortant la nuit d'un commissariat de police? Et en plus, elle s'est suicidée? Ça le fait rire. Ben, ça le fait rire encore dans son livre. Et voilà, comment on traite les femmes. Ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et oui, ça m'a... Et je me suis dit, est-ce que je réagis encore? Et je me suis dit, oui. Parce que il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. C'est pas de la politique, ça, c'est de l'humanité. C'est de l'humanité, c'est du respect, c'est tout. Une femme présidente de la République en France,
Ça sera pour quand? Ben, ça a failli se faire en 2007 déjà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, maintenant. Mais vous voyez, c'est pas, on verra. Est-ce que les Français sont prêts à ça pour vous? Beaucoup plus qu'ils ne l'étaient en 2007, je pense. Parce que l'opinion aurait beaucoup plus réagi contre les attaques sexistes, beaucoup plus fortement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez suivi la fête incroyable que cette Coupe du Monde féminine de football? Extraordinaire. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'en quelques semaines, ces athlètes femmes ont fait plus pour la cause des femmes que des mois et des années de discours et de combats. Et la projection des petites filles dans ces athlètes fortes et efficaces, joyeuses et féminines, garder les cheveux longs, elles sont maquillées, et c'est ça. Elles sont des femmes. Elles sont des femmes, est extraordinaire. Et moi, je suis particulièrement heureuse parce que ça faisait des années qu'on disait mais pourquoi on ne voit pas plus le sport féminin à la télévision? Pourquoi? On me dit ça n'intéresse pas, etc. La preuve. Et donc les programmateurs, les annonceurs qui ont méprisé les commentaires débiles qui ont été faits, que j'ai relevés aussi dans certains tweets, qui ont été faits au début du match sur les femmes, heureusement ça s'est amélioré sur la suite, ont montré qu'ils avaient tort. Ça fait très longtemps qu'on a envie de voir. On ne les voit pas sur les Jeux Olympiques, on ne les voyait pas sur les grands matchs. Le Roland-Garros, c'est un scandale. Donc ce qui est important, c'est que maintenant, c'est que toutes les fédérations sportives se remettent en cause, que même dans les sports féminins, et qu'il y ait aussi là une progression. Peut-être pas toujours pour la bonne raison, mais s'ils se disent on peut faire de l'audience avec les femmes, on ne va pas se priver. Oui, c'est ça. Parce que la véritable cause, elle est là. Hein. Elle est là. Mais c'était évident que ça allait faire de l'audience. Moi, ça ne m'a pas surprise. Eux, ça les a surpris. Parce qu'une fois de plus, il y a une hiérarchie. On considère que le sport féminin est moins intéressant parce que moins puissant, etc. On a entendu un nombre de bêtises incalculables pour justifier et qui continuent à être utilisées. Je vais vous donner un exemple. Sur Roland-Garros, les femmes, c'est en 3-7. Les hommes, c'est en 5-7. Depuis des années, on dit mais pourquoi les femmes, c'est en 3-7? Parce que ça n'intéresse pas. Il ne faut pas occuper trop d'antennes. C'est pas intéressant. Donc, on est dans un sous-modèle homme-femme par rapport au tennis. C'est quand même extravagant. Et pourquoi c'est les femmes, c'est le samedi la finale et les hommes le dimanche? Pourquoi c'est pas tiré au sort? Donc, moi, ce que je demande, c'est que les finales des femmes soient en 5-7 et que le tirage soit au sort. Et dans toutes les fédérations sportives, il faudrait analyser et remettre en cause les discriminations inconscientes ou parfaitement conscientes sous prétexte que le sport féminin est un sous-sport, en gros, et qu'aux prochains Jeux Olympiques, on voit autant sur les télévisions du sport féminin, mais bien sûr, peut-être un jour même des équipes mixtes. Pour moi, ça serait formidable, des équipes mixtes. On me dira c'est impossible, mais qu'est-ce qu'elles racontent, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas du foot à équipe mixte? Vous imaginez le spectacle? C'est extraordinaire. Et en plus, qu'on dit les observateurs et les arbitres, c'est que les femmes sont beaucoup plus correctes que les hommes. Elles ne s'insultent pas. Donc, dans la proximité, les hommes se balancent des insultes. C'est moins violent. Très, 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 très violent sur leur mère, sur tout ça. Ça ne conteste pas. Ça ne conteste pas. C'est pas violent. Et dans les stades, une ambiance exceptionnelle. C'est fair play. Les enfants sont dans les stades sans risque d'écrasement ou de machin. Les hymnes nationaux ne sont pas sifflés. Mais c'est des exemples. C'est des exemples. Donc, citoyens, citoyennes, même. Formidable. Je voudrais qu'on mette en avant le formidable travail que vous faites avec votre fondation. Oui. Et les maternités qui sont équipées de solaire en Afrique. Oui, j'avais rencontré pendant un COP21 un groupe de femmes qui est l'association des femmes élues, des femmes mères d'Afrique élues, et qui, notamment des petites communes rurales, et avec Célestine Ketchoué, en particulier, qui est depuis devenue ministre dans son pays, au Cameroun. Et donc, je suis allée sur place, ils m'ont dit, venez, il faut nous aider, vous allez la COP va être finie, on va rester comme ça à l'abandon, venez nous aider, il faut nous aider. Donc, j'avais commencé à les aider avec le ministère. Et après, du coup, en partant, j'ai créé cette fondation, Désir d'avenir pour la planète, et j'ai continué le travail avec elles. Donc, je suis allée sur place, on les a réunis, on a regardé techniquement comment étaient les maternités solaires, etc. Ensuite, je suis allée chercher les entreprises en proximité. Je leur ai donné le local, enfin en relais local. Et là, il y a 15 maternités qui sont équipées. C'est une merveille.
Mais c'est d'émotion, de sensibilisation, de reconnaissance de la population, de reconnaissance des femmes. C'est extraordinaire. C'est quoi au Cameroun aujourd'hui? Alors c'est le Cameroun, c'est en Casamance au Sénégal. Et là on commence le Mali, le Togo et le Burkina. Et des femmes extraordinaires localement. Alors, et on a formé des jeunes dans les villages, filles, j'ai exigé que ce soit des filles, pour l'entretien du matériel. Parce que trop souvent, il y a du matériel équipé, notamment qui vient de Chine, etc. Après ça tombe en panne et puis personne n'y croit. Moi, j'ai voulu qu'il y ait en même temps une filière de formation qui s'adapte à ça. C'est merveilleux. Bravo et merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci. À bientôt sur Yo.